Moi, j'aime un peu toutes les neiges, sauf quand elle est dure et bien gelée, mais autrement, j'aime bien la neige comme matériau vivant. En fait, je l'ai travaillé pendant plusieurs années, donc c'est ça aussi. La neige, c'est une passion. C'est quelque chose qui est vraiment différent tous les jours. On va skier sur une neige qui va être d'un certain type en bas, qui va changer en haut, qui va redevenir différente dans le versant nord. On évolue sur un matériau vivant et en ski de fond, on le sent vraiment. On sent vraiment cette étroite relation entre le skieur et la neige. Moi, je suis né dans la vallée de Luchon, un village qui s'appelle Marignac. Donc c'est une pleine montagne Pyrénées centrales. J'étais ouvrier forestier là-bas, c'était en saison d'été. J'avais 6 mois de boulot et l'hiver je cherchais à bosser. J'avais 22 ans, j'avais envie de bosser au ski. Bon, là-bas c'était pas possible puisque les places étaient prises et mon frère étant dans le secteur m'a dit qu'à cette époque à la station de caméra qu'ils avaient besoin de monde. Donc je suis venu et voilà, je suis jamais plus reparti. J'ai appris le ski, j'étais à l'école, mais en première, en terminale. J'en ai fait très peu. Hein. Mes parents étaient agriculteurs et puis le ski c'était pour ceux qui travaillaient à l'usine, pas pour les autres. C'était beaucoup trop cher. Je suis très myope, donc j'avais des lunettes très épaisses avec une forte disparité entre les deux yeux, ce qui fait qu'on ne peut pas considérer que j'étais d'une agilité hors du commun. Au début, ça m'a handicapé pour le ski. Après, quand j'ai mis les lentilles, j'ai eu bien, j'ai vraiment pu skier. Le ski de fond, c'est de la glisse. Je fais du skating, donc c'est vraiment de la glisse. Donc ça, c'est un grand plaisir. C'est un plaisir d'effort, parce que c'est aussi un effort. C'est léger, ça c'est vraiment bien, il n'y a aucune contrainte. Au niveau technique, comme je maîtrise pas trop mal, ça permet de bien profiter. Je traverse tout un tas de milieux naturels non aménagés, ou très peu aménagés. Et je profite de paysages tout à fait différents, puisque quand on tourne autour d'une montagne, bien sûr, le paysage change en permanence. C'est tout un plaisir en silence. Il n'y a pas d'engin de remontée mécanique qui font ce bruit lancinant de poulies là, qui tournent et de moteurs électriques qui est insupportable. On est vraiment dans la nature. J'ai commencé à travailler l'hiver à la station du col du Chioula, dans début des années 90. Après, j'ai passé le pisteur, j'ai été pisteur et dameur là-haut pendant une douzaine d'années, quand il y avait de la neige. C'est-à-dire pas tout le temps, mais ça fait rien. Une belle glisse aujourd'hui. On monte pendant 3 km, puis il y a 1 km de descente jusqu'à ce col. Et là, on peut soit revenir sur le côté nord et revenir sur le départ, soit à partir de là, continuer sur une piste qui s'appelle l'Estive et qui est un long plat de 1,5 km, ce qui, sur la station du Chioula, est extrêmement rare, avec un point de vue magnifique sur toute la Haute-Ariège. Puis après, on passe dans un endroit, on remonte sur un col qu'on appelle Rio Frete, qui est un endroit extraordinaire, puisque c'est un condensé de Scandinavie en pleine Pyrénées. À la cabane pastorale de Sorjat, résidence secondaire d'Alberto, notre vacher. On quitte les Pyrénées pour rentrer tout doucement en Norvège.
Alors c'est formidable, on ne voit que de la neige, des formes très douces, et on est loin de tout. On ne voit rien. Il n'y a ni maison, ni pylône, ni quoi que ce soit qui ressemble à la civilisation, si ce n'est la piste qui est tracée. Et il se trouve que la station du Chula, au départ, c'était un syndicat intercommunal de traçage entre Prades, Montaillou et Comus, donc c'est la partie basse. On était 3-4. Hein. Moi, il y a une saison où j'ai fait pisteur le jour et dameur la nuit. Disons que ça tenait beaucoup avec la motivation de chacun. Engagement bénévole, convivialité, qui est toujours un peu de mise sur le Chula. C'est bien le côté un peu foyer de ski de fond, c'est pas rétrograde, c'est une époque où on a besoin de mettre de l'humain un peu partout quand même, hein, de remettre de l'humain partout. C'est pas que faire du chiffre, c'est pas que louer des skis ou vendre des prestations, c'est aussi accueillir les gens pour de vrai. Ça veut dire aussi, quand on accueille les gens, c'est pas être à leur service à 100%, c'est aussi pas les envoyer promener, mais c'est aussi leur dire les choses quand il faut les dire. Hein. On est chez nous, on accueille, on a envie de le faire bien, mais on n'est pas ni un parc d'attractions ni un zoo. Voilà, donc ça c'est clair, et ça aussi c'est très humain. Et puis c'est peut-être on ne peut pas forcément offrir de la neige poudreuse froide à 100%. On offre ce qu'on a à offrir, on le fait le mieux possible. Et puis voilà, c'est apprendre à laisser. Petite descente en forêt. On va passer des sapinières, forêt de hêtres. C'est qui est quand même une descente de 11 km extraordinaire. Et on passe de 1650 mètres à 1250 mètres, voilà. On se laisse glisser doucement dans les bois. Du col de Rioufret, je vois le massif de Tarbes, c'est-à-dire Pic de Soularac, Saint-Barthélemy. Je vois jusqu'au Roc Blanc, qui est le massif le plus à l'est, c'est le secteur du Donnezan, dont je m'occupe depuis 2 ans aussi. Je vois tous ces massifs qui sont en fait mon lieu de vie de l'été. Piste noire à la descente. Hein. Comme je suis entrepreneur de travaux de montagne, je travaille sur les sentiers de haute montagne en Haute-Ariège et Kérigut. Je coupe le bois qui est tombé l'hiver, je pousse les cailloux, je vérifie, je regarde si tout le balisage est en place. Toujours sous l'œil du massif de Tarbes. Et voilà Prades au fond. Et ensuite, il y a aussi un travail important de remise à niveau des itinéraires, donc ces terrassements, beaucoup de terrassements, certaines zones par l'érosion naturelle de la montagne ou l'érosion aussi liée à la fréquentation deviennent difficiles d'accès, des morceaux de chemin s'emportent, il faut les refaire, soit les refaire passer ailleurs, refaire un peu de mur en pierre sèche, bouger des cailloux. En haute montagne, on travaille à la main, comme ça on respecte la nature à mon avis, et moi, ce qui me concerne, je sais le faire, je travaille à la main, je fais des murs en pierre sèche, je creuse, j'aplanis, je dépierre, tout à la main, je sais le faire, j'ai le matériel pour ça, et ça reste des travaux d'une ampleur limitée et d'un impact environnemental assez faible. Le gros du travail étant d'avril ou de mars à novembre, le reste du temps, je le consacre à faire du ski, ce qui est une activité quand même qui m'intéresse. Et bon, 3 mois de vacances dans l'année ne me font pas peur.
La ligne électrique permet de beaux points de vue. Voilà le village au fond. On va descendre dans toute la plaine, la haute vallée de l'Hers. C'est la seule station des Pyrénées qui est reliée à un vrai village. Et là, on a plus, c'est le fameux pays de Sceaux, en forme de plateau entrecoupé de gorges. Et nous, Prades est situé sur c'est la haute vallée de l'Hers. Ce plateau de Sceaux, ça vient de Saltus en latin, qui désigne les paysages ouverts formés pour partie de forêt et pour partie de pâturage. Voilà la source de l'Hers. Nous sommes à 1350 mètres d'altitude. Pour moi, l'harmonie d'un paysage, c'est surtout quand la nature est omniprésente et peu impactée par les activités humaines. Et c'est ce qui est intéressant dans ces coins, et c'est ce que les zones qu'on appelle les zones nordiques offrent. Il y a des velléités au niveau touristique d'imposer ou de mettre en place des grosses structures artificielles. Pour moi, ça ne sert absolument à rien. Alors que si vraiment on respecte l'ordre naturel qu'on a sous les yeux, ça ne coûte pas cher, et ça fait plaisir au plus grand nombre. Voilà les prés de Foch de Prades. Une magnifique vallée agricole. Avec une superbe descente. Un vrai régal. Une godille d'enfer. Allez, allez. Il n'est pas beau le terrain de jeu. Bon, moi je suis arrivé à Prades, je dois le dire un peu contraint et forcé, je ne trouvais pas de logement ailleurs, mais j'ai trouvé un terrain de jeu incroyable, avec pas besoin de prendre de la voiture pour aller faire ni du ski, ni du vélo, ni de la marche à pied. C'est intéressant. Et voici la championne du ski de fond de la vallée, légèrement crispée. Fatiguée, mal dormi, la tête dans le cul. Souriez, vous êtes filmé. Non, 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 là, tout droit, tout droit, tout droit, c'est plus rigolo. C'est plus rigolo. Et parce que ça descend. J'ai trouvé aussi un environnement humain bien sympathique, qui a fortement changé sur les 30 ans, mais qui a changé en s'améliorant de plus en plus. C'était un gros village à la fin du 19e siècle, avec presque 800 habitants, qui est descendu à 21 habitants permanents il y a environ 5 ou 6 ans, et qui est remonté à une cinquantaine de permanents, dont 9 enfants. Et c'est vraiment comme une espèce de renouveau. Il reste quelques habitants d'origine, mais c'est essentiellement des gens qui sont venus d'ailleurs. C'est vrai qu'on est loin de tout, sans être très loin. On est à 20 minutes d'accès terme, mais il n'y a pas, effectivement, toutes les possibilités qu'offrent des villages plus près de centres urbains un peu plus importants. On a aussi, du fait de l'altitude, un hiver qui est long, avec des périodes qui peuvent être très enneigées, qui font que la vie n'est pas si simple que ça pour celui qui ne vient que consommer. Donc chacun se prend un peu en charge, c'est clair. Je pense que ça joue. On arrive au bout de l'Ariège. L'Aude est à 2 pas. À 2 km, la forêt de sapins au fond, c'est dans l'Aude. On
On a la chance à Prades d'être un groupe de gens qui s'entendent très bien, qui humainement partagent les mêmes valeurs. Je suis conseiller municipal même au village depuis quelques années. On construit des choses de manière à la fois concertée et très harmonieuse. Le village se rapproche. C'est quelque chose qui est, à mes yeux, aussi important que le fait d'habiter dans un endroit sympa et joli. On cultive un peu ce petit bonheur de vivre qu'on a ensemble. C'est partager le bon et le mauvais. C'est partager en fait, c'est partager, faire des trucs et faire en sorte que la communication ne soit jamais rompue. Il faut être conscient que ça n'arrive pas par hasard.